Ma femme et moi gérons un refuge pour animaux et ne voulons pas d'enfants. Quand mon demi-frère inconnu est décédé, sa fille avait besoin d'un foyer. Nous avons dit non. 6 mois plus tard, notre décision est en train de déchirer la famille. Je m'appelle John, homme de 38 ans. Ma femme Aileen, femme de 36 ans, et moi sommes mariés et heureux depuis 10 ans. Nous avons toujours été clairs sur le fait de ne pas vouloir d'enfants. À la place, nous consacrons notre temps à notre projet passion, un petit refuge pour animaux que nous gérons ensemble. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai été adopté à l'âge de 4 ans. Ma mère biologique, Linda, était une toxicomane qui ne pouvait pas s'occuper de moi. Je n'ai jamais connu mon père biologique. Les souvenirs que j'ai de mes premières années sont flous, mais je me souviens de me sentir souvent effrayé et seul. Les services de protection de l'enfance se sont impliqués lorsqu'un voisin m'a trouvé errant seul dans les rues à la recherche de nourriture. J'ai passé quelques mois en famille d'accueil avant d'être adopté par les Thompson, les personnes les plus incroyables que j'ai jamais connues. Grandir avec les Thompson était comme le jour et la nuit par rapport à mes premières années. Ils m'ont entouré d'amour, de stabilité et d'opportunités que je n'aurais jamais eu autrement. Ils ont toujours été ouverts sur mon adoption et m'ont soutenu quand j'avais des questions, mais je n'ai jamais ressenti un fort désir de me connecter avec ma famille biologique. Les Thompson étaient ma vraie famille à tous égards. J'ai excellé à l'école, j'ai fait du sport et j'ai eu une enfance assez normale. À 16 ans, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local. C'est là que j'ai découvert ma passion pour le sauvetage des animaux. Le responsable du refuge, le vieux monsieur Johnson, est devenu un mentor pour moi. Il m'a tout appris sur les soins aux animaux et les défis liés à la gestion d'un refuge. J'y passais chaque moment de libre, trouvant la paix et un but parmi les animaux qui avaient besoin d'aide. Après le lycée, je suis allé à l'université pour étudier la médecine vétérinaire. C'est là que j'ai rencontré Aileen. Nous faisions tous les deux du bénévolat dans le club de protection des animaux du campus. Aileen étudiait les affaires, mais partageait mon amour pour les animaux. Nous avons commencé à sortir ensemble lors de notre 2e année et nous sommes inséparables depuis. Après avoir obtenu notre diplôme, Aileen et moi sommes retournés dans ma ville natale. Nous avons tous les deux trouvé du travail, moi dans une clinique vétérinaire locale et Aileen dans une entreprise de marketing. Mais notre rêve a toujours été d'ouvrir notre propre refuge pour animaux. Nous avons économisé chaque centime que nous pouvions et, il y a 5 ans, nous avons finalement réalisé notre rêve. Nous avons acheté une vieille ferme en dehors de la ville et l'avons transformée en refuge. Cela a été un travail difficile, mais c'est la chose la plus gratifiante que nous ayons jamais faite. C'est maintenant que les choses se compliquent. L'année dernière, j'ai reçu un appel surprenant d'un homme nommé Mike, âgé de 28 ans, qui disait être mon demi-frère. Apparemment, Linda s'était reprise en main pendant un certain temps et avait eu Mike quand j'avais 10 ans. Mike a dit qu'il m'avait cherché pendant des années et voulait me rencontrer. J'étais hésitant, mais j'ai accepté un appel téléphonique. Pendant notre conversation, Mike a partagé quelques détails sur Linda, qui était décédée il y a quelques années, et m'a demandé si je voulais le rencontrer. Il m'a dit que Linda avait toujours regretté de m'avoir donné en adoption et avait essayé de me retrouver lorsqu'elle s'était rétablie. Il a dit qu'elle gardait mes photos de bébé et parlait souvent de moi. Cette information a réveillé beaucoup d'émotions que je pensais avoir résolues depuis longtemps. Une partie de moi était curieuse de savoir comment avait été la vie de Linda après moi, mais une plus grande partie avait peur de rouvrir de vieilles blessures. J'ai poliment décliné la rencontre, expliquant que je n'étais pas intéressé à explorer ce chapitre de ma vie. Mike semblait déçu, mais a dit qu'il comprenait. Le mois dernier, j'ai reçu un appel des services sociaux de l'État de Mike. Ils m'ont informé que Mike et sa femme étaient morts dans un incendie de maison, laissant derrière eux leur fille de 6 ans, Emily. L'assistante sociale m'a expliqué qu'ils essayaient de placer Emily chez des membres de la famille et m'a demandé si je considérais de l'accueillir. J'ai été choqué par la nouvelle et me suis senti terrible pour Emily. L'assistante sociale m'a dit qu'Emily était dans la maison lorsque l'incendie a commencé, mais qu'elle avait été sauvée par un voisin. Elle est physiquement en bonne santé, mais compréhensiblement traumatisée. Ils ont également mentionné qu'Emily a des difficultés d'apprentissage et pourrait avoir besoin de soutien supplémentaire. Après en avoir discuté avec Aileen, nous avons décidé que nous ne pouvions pas accueillir Emily. Nous n'avons aucune expérience avec les enfants, nos vies ne sont pas configurées pour un enfant et, surtout, nous ne voulons pas être parents. Notre refuge prend la plupart de notre temps et de notre énergie. Nous travaillons souvent tard dans la nuit, prenant soin des animaux malades ou sauvant ceux qui sont errants.
Ce n'est pas un environnement adapté pour élever un enfant, surtout un avec des besoins spéciaux. J'ai expliqué cela à l'assistante sociale et j'ai refusé. J'ai proposé d'aider à trouver d'autres membres de la famille qui pourraient prendre en charge Émilie, mais l'assistante sociale a dit qu'ils avaient déjà épuisé ces options. La nouvelle s'est répandue dans ma famille adoptive élargie et maintenant je fais face à de nombreuses critiques. Ma tante Carole, qui a toujours été un peu critique, m'a traité de sans-cœur pour avoir abandonné ma nièce. Elle a dit que si quelqu'un avait fait la même chose pour moi, je serais resté dans le système. Mon cousin Tom, qui a 3 enfants, a dit que j'étais égoïste de choisir les animaux plutôt que la famille. Même mes parents, qui m'ont toujours soutenu, ont exprimé leur déception quant à ma décision. Ils m'ont rappelé combien d'amour et de stabilité ils m'ont donné quand ils m'ont adopté et ont suggéré que je pourrais faire de même pour Émilie. Leurs arguments sont qu'Émilie est de la famille, qu'elle est déjà traumatisée et a besoin de stabilité, et qu'Aileen et moi sommes financièrement stables pour l'accueillir. Ils disent que nous avons une obligation morale de l'aider, surtout étant donné mon propre passé en tant qu'enfant adopté. Mais voici ma perspective, je n'ai même jamais rencontré Mike en personne, encore moins Émilie. Je ne ressens pas de connexion avec eux au-delà de l'empathie humaine de base. Je crois que la famille est plus que de l'ADN. Les Thompson m'ont choisi et m'ont donné une vie merveilleuse. Je n'ai pas choisi d'avoir un frère et je n'ai certainement pas choisi d'avoir une nièce. Aileen et moi avons construit notre vie autour de notre travail de sauvetage des animaux. Ce n'est pas seulement un travail pour nous, c'est notre passion et notre but. Accueillir un enfant signifierait abandonner cela, ce qui nous semble faux. Nous devrions réduire considérablement nos opérations, ce qui signifierait refuser des animaux dans le besoin. Est-il juste de prioriser un enfant que nous n'avons jamais rencontré par rapport aux centaines d'animaux que nous aidons chaque année? De plus, je m'inquiète de l'impact sur Émilie. Nous ne sommes pas équipés pour faire face au traumatisme qu'elle a vécu ni à ses difficultés d'apprentissage. Ne serait-elle pas mieux avec une famille qui veut vraiment des enfants et sait comment en prendre soin? J'ai essayé d'expliquer cela à ma famille, mais ils n'écoutent pas. Ils continuent de faire pression, disant que je regretterai cette décision plus tard dans ma vie. Cela cause une rupture dans la famille, certains parents me parlent à peine maintenant. Le dîner de famille du dimanche dernier a été incroyablement tendu, avec des commentaires acerbes et des regards désapprobateurs dirigés vers moi tout au long du repas. Toute cette situation a réveillé beaucoup de sentiments compliqués sur ma propre adoption et ma famille biologique. Je suis reconnaissant pour la vie que j'ai, mais je ne peux m'empêcher de me demander si je ne trahis pas d'une certaine manière le cadeau qui m'a été offert en ne le rendant pas. Suis-je en train d'être un connard ici? Devrais-je reconsidérer ma décision ou ai-je raison de rester fidèle à la vie qu'Aileen et moi avons choisie? Mise à jour 1. Un mois s'est écoulé depuis ma publication initiale et beaucoup de choses se sont passées. Je voulais vous donner à tous une mise à jour et obtenir vos avis sur certains nouveaux développements. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont partagé leurs perspectives. Cela m'a donné beaucoup de réflexion. Après avoir lu les commentaires, Aileen et moi avons eu une longue conversation sur notre décision. Nous pensons toujours que nous avons pris la bonne décision pour nous, mais nous voulions voir s'il y avait une manière d'aider Émilie sans devenir ses tuteurs. J'ai contacté l'assistante sociale qui gérait le cas d'Émilie. J'ai expliqué que, bien que nous ne puissions pas l'accueillir, nous voulions savoir s'il y avait d'autres moyens de la soutenir. L'assistante sociale m'a dit que la grand-mère paternelle d'Émilie, Diane, une femme de 65 ans, s'était manifestée pour prendre sa garde. Cependant, Diane rencontrait des difficultés financières et n'était pas sûre de pouvoir fournir tout ce dont Émilie avait besoin. Diane, il s'avère, a sa propre histoire compliquée. Elle a élevé Mike en tant que mère célibataire après que son père les ait abandonnés quand Mike était encore un bébé. Elle travaillait à 2 emplois pour joindre les 2 bouts, ce qui signifiait que Mike devait souvent se débrouiller seul. Cela pourrait expliquer pourquoi il était si désireux de se connecter avec moi, il cherchait la famille qu'il n'avait jamais vraiment eue. Diane a pris sa retraite juste avant que Mike et sa femme ne décèdent. Elle vivait avec un revenu fixe dans un petit appartement d'une chambre. Prendre Émilie signifiait sortir de la retraite et chercher un endroit plus grand pour vivre. Elle était prête à le faire, mais elle était compréhensiblement accablée. Aileen et moi en avons discuté et avons décidé d'offrir un soutien financier à Diane et Émilie. Nous avons mis en place un fonds en fiducie pour l'éducation d'Émilie et ses besoins futurs, et nous aidons Diane avec certaines dépenses mensuelles. Ce n'est pas la même chose que d'accueillir Émilie, mais nous espérons que cela apportera une certaine stabilité et sécurité pour elle. Nous avons également contacté des amis que nous nous sommes fait grâce à notre travail dans le refuge pour animaux.
Un ami qui dirige un cabinet de psychologie infantile a accepté de fournir des séances de thérapie gratuites à Émilie pour l'aider à gérer son deuil et son traumatisme. Un autre contact qui travaille dans l'éducation spécialisée aide Diane à naviguer dans les ressources disponibles pour les difficultés d'apprentissage d'Émilie. C'est maintenant que les choses se compliquent. Lorsque ma famille adoptive a découvert notre soutien financier, cela a déclenché une nouvelle vague de drames. Certains membres de la famille, comme ma tante Carole, nous ont félicités d'avoir pris nos responsabilités et fait ce qui était juste. Mais d'autres, comme mon cousin Tom, nous accusent maintenant d'essayer d'acheter notre sortie de la responsabilité. Tom a soutenu que si nous pouvions nous permettre de soutenir Émilie financièrement, nous pourrions nous permettre de l'élever nous-mêmes. Il a dit qu'en choisissant d'aider à distance, nous privions Émilie du soutien émotionnel et de la connexion familiale dont elle avait besoin. Cela a créé une division dans la famille, certains étant d'accord avec Tom et d'autres défendant notre décision. La dispute familiale a atteint son paroxysme lors de la fête d'anniversaire de mon neveu le week-end dernier. Ce qui aurait dû être une célébration joyeuse s'est transformé en un débat tendu sur nos obligations envers Émilie. Ma belle-sœur Linda, la femme de Tom, a suggéré que nous étions lâches de ne pas assumer nos responsabilités. Ma mère a essayé de jouer les médiateurs, mais il était clair qu'elle était déçue par notre décision. Pour aggraver les choses, Diane m'a contacté directement la semaine dernière. Elle nous a remerciés pour notre soutien, mais a ensuite demandé si nous envisagerions d'accueillir Émilie pendant les étés et certaines fêtes. Elle a dit que cela donnerait à Émilie l'occasion de connaître sa véritable famille et donnerait à Diane un répit. J'ai été pris au dépourvu et lui ai dit que je devais y réfléchir. Diane a partagé quelques détails supplémentaires sur Émilie qui ont rendu la demande encore plus difficile à considérer. Apparemment, Émilie a posé des questions sur son autre famille, c'est-à-dire nous. Elle a trouvé un vieil album photo de Mike, qui incluait quelques photos de moi de notre première rencontre. Émilie a porté une photo de moi et a demandé quand elle pourrait rencontrer son oncle John. Cette révélation m'a bouleversé. J'avais essayé de maintenir une distance émotionnelle de la situation, mais entendre parler de l'intérêt d'Émilie pour moi l'a rendu beaucoup plus réel. Je me suis demandé à quoi elle ressemblait, si elle avait les yeux de Linda ou le sourire de Mike. Aileen et moi sommes déchirés. D'un côté, nous ne voulons toujours pas être parents, même à temps partiel. Nous craignons que cet arrangement ne perturbe Émilie et ne complique sa relation avec Diane. Notre travail au refuge est plus occupé pendant les mois d'été, lorsque nous recevons de nombreux animaux abandonnés et sauvages. S'occuper d'un enfant pendant cette période serait incroyablement difficile. D'un autre côté, nous nous sentons coupables de dire non, surtout après avoir entendu comment Émilie a eu du mal à s'adapter. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si passer du temps avec nous pourrait lui donner un sentiment de connexion avec ses parents. Toute cette situation m'a fait réfléchir à ma propre enfance et à l'impact de mon adoption sur moi. Je me souviens d'avoir été curieux de mes parents biologiques quand j'avais l'âge d'Émilie, même si j'étais heureux avec les Thompson. Je me demande si je ne prive pas Émilie de la chance de connaître son histoire familiale d'une manière que je n'ai jamais pu. Alors maintenant, nous remettons en question nos décisions. Faisons-nous suffisamment ? Devons-nous envisager la demande de Diane ? Ou avons-nous raison de maintenir des limites claires ? La pression familiale est intense et commence à affecter nos relations avec des personnes qui comptent pour nous. J'apprécierais tout conseil sur la façon de naviguer dans cette situation. Comment équilibrons-nous nos décisions avec les besoins d'un enfant que nous n'avons jamais rencontré, tout en gérant les attentes familiales ? Mise à jour 2. 2 mois se sont écoulés et je reviens avec une autre mise à jour. Les choses ont pris une tournure inattendue et je lutte vraiment pour savoir comment y faire face. Après de nombreuses discussions, Aileen et moi avons décidé de refuser la demande de Diane pour des visites d'été et de vacances. Nous avons estimé qu'il serait injuste pour Émilie de nous voir entrer et sortir de sa vie alors que nous ne sommes pas prêts à être des figures parentales constantes. Nous avons communiqué cela à Diane aussi gentiment que possible, réaffirmant notre engagement à soutenir financièrement, mais expliquant nos raisons de maintenir nos distances. Diane semblait comprendre, mais une semaine plus tard, nous avons reçu un long courriel de sa part. Elle a partagé qu'Émilie avait posé des questions sur nous, curieuse de savoir qui était sa tante et son oncle qui les aidaient. Diane avait montré à Émilie quelques vieilles photos de Mike, qui m'incluaient en arrière-plan d'une photo. Apparemment, Émilie s'est fixée là-dessus et a continué à demander quand elle pourrait nous rencontrer. Lire ce courriel a été difficile. Nous nous sentions coupables, même si nous savions que nous avions pris la décision que nous estimions être la meilleure. Mais ce qui est venu ensuite nous a vraiment surpris. Le week-end dernier,
nous avons eu une visite surprise à notre refuge pour animaux. C'était Diane avec Émilie à ses côtés. Elles avaient conduit plus de 480 km pour nous voir. Diane s'est excusée de se présenter sans prévenir, mais a dit qu'Émilie suppliait de nous rencontrer et qu'elle pensait que ce serait bon pour nous tous. Voir Émilie en personne était surréaliste. Elle ressemble tellement à Mike que c'était presque comme voir un fantôme. Elle a les mêmes cheveux bouclés et le même sourire avec des fossettes que je me souviens des quelques photos que Mike m'avait envoyées, mais ses yeux étaient indubitablement ceux de Linda. Cela a ramené une avalanche de souvenirs de mon enfance que je pensais avoir oubliés. Émilie était timide au début, mais s'est rapidement ouverte lorsque nous lui avons montré le refuge. Elle était particulièrement fascinée par une portée de chatons que nous avions récemment sauvés. La voyant interagir si gentiment avec les animaux, je ne pouvais m'empêcher de voir un peu de moi en elle. Cela m'a rappelé comment je trouvais du réconfort auprès des animaux pendant les moments difficiles de mon enfance. Pendant leur visite, Diane m'a pris à part. Elle a avoué qu'elle luttait plus qu'elle ne l'avait laissé entendre. Émilie fait des cauchemars et a des problèmes de comportement à l'école. Elle se bagarre avec d'autres enfants et ses notes en souffrent. Le thérapeute a suggéré que se connecter avec sa famille pourrait aider Émilie à gérer son deuil. Diane nous a supplié de reconsidérer notre décision de faire partie de la vie d'Émilie, même si c'était juste comme des parents éloignés qui la voient de temps en temps. Diane a également partagé quelque chose sur Mike que je ne savais pas auparavant. Apparemment, il avait lutté contre la dépendance dans ses 20 ans, tout comme notre mère, mais il s'était rétabli et avait donné un nouveau sens à sa vie. Il était devenu conseiller dans un centre de réhabilitation, aidant les autres à surmonter leur dépendance. Apprendre cela m'a fait voir Mike sous un nouveau jour et me demander quel genre de relation nous aurions pu avoir si j'avais été plus ouvert à me connecter avec lui. Aileen et moi étions dépassés. Nous avons passé du temps avec Émilie et je ne peux nier qu'il y avait une connexion. C'est une gentille petite fille qui a traversé tant de choses. À un moment donné, elle m'a regardé avec ses yeux familiers et a demandé « Tu es vraiment mon oncle ?» La vulnérabilité dans sa voix a brisé quelque chose en moi. Mais en même temps, nous ne nous sentons toujours pas capables d'être des figures parentales, même à temps partiel. Notre vie est construite autour de notre travail de sauvetage des animaux. Le mois dernier, nous avons accueilli un groupe de chiens maltraités d'un élevage clandestin. Nous avons travaillé sans relâche pour les réhabiliter. C'est un travail gratifiant, mais aussi épuisant et chronophage. Comment pourrions-nous intégrer un enfant dans cette vie? Après le départ de Diane et Émilie, Aileen et moi avons eu une grande dispute, notre première vraie dispute depuis des années. Aileen pense que nous devons maintenir nos limites et rester fidèles à notre décision initiale. Elle craint que s'impliquer maintenant conduise à une pression pour en faire de plus en plus jusqu'à ce que nous finissions par être des parents de facto. Elle a souligné que nous avons travaillé dur pour construire notre vie et notre refuge, et que nous ne devrions pas avoir à y renoncer. Je comprends son point de vue, mais je me sens aussi incroyablement coupable. L'image du visage plein d'espoir d'Émilie lorsqu'elle a demandé quand elle pourrait nous rendre visite à nouveau me hante. Je continue de penser à ma propre histoire d'adoption et à la façon dont ma vie aurait pu être différente si les Thompson avaient décidé qu'ils n'étaient pas équipés pour m'accueillir. Notre famille est divisée, certains sont furieux que nous n'ayons pas immédiatement accepté de faire partie de la vie d'Émilie après l'avoir rencontrée. Ma tante Carole m'a appelé et m'a réprimandé pendant 1 heure, disant que j'étais égoïste et cruel. D'un autre côté, mon frère, qui est également adopté, soutient notre décision. Il a dit que l'adoption et la construction d'une famille devraient toujours être un choix, pas une obligation. Je suis perdu. Comment naviguons-nous dans cette situation? Existe-t-il un juste milieu entre exclure complètement Émilie et devenir des parents de substitution? Comment équilibrons-nous nos choix de vie avec les besoins d'un enfant en deuil? J'apprécierais profondément tout conseil. Mise à jour 3. 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et je voulais partager la résolution de cette situation compliquée. Après beaucoup d'introspection et de longues discussions, Aileen et moi avons pris une décision. Nous avons réalisé que, bien que nous ne voulions toujours pas être parents, nous pourrions être présents dans la vie d'Émilie d'une manière limitée. Nous avons convenu de faire des appels vidéo mensuels avec Émilie et Diane, et nous les avons invités à visiter notre refuge pour animaux 2 fois par an. Ce compromis n'a pas été facile à mettre en œuvre. Nous avons dû avoir plusieurs conversations avec Diane pour établir des limites et des attentes claires. Nous avons clairement indiqué que nous n'assumions pas un rôle parental, mais plutôt que nous agissions comme une sorte de figure d'oncle et de tante pour Émilie. Diane espérait initialement que nous changerions d'avis sur la garde, mais elle a fini par accepter notre niveau d'implication.
Nos premiers appels vidéo avec Émilie étaient maladroits. Nous ne savions pas vraiment de quoi parler ou comment interagir avec elle. Émilie était timide et regardait souvent Diane pour se rassurer. Mais à mesure que les appels se poursuivaient, nous avons commencé à trouver notre rythme. Nous parlions de son école, de nos animaux, et parfois elle posait des questions sur son père. Nous veillons à maintenir des limites appropriées, nous positionnant comme des figures amicales d'oncles et de tantes plutôt que des remplaçants parentaux. Émilie a visité le refuge pour la première fois il y a 3 mois. Ce fut doux amer de voir à quel point elle avait grandi depuis notre première rencontre. Elle a passé des heures à nous aider avec les animaux, et il était évident combien cela lui apportait de la joie. Elle s'est particulièrement attachée à un chien à 3 pattes que nous avions récemment sauvé. La voir patiemment encourager l'animal effrayé à sortir de sa coquille était à la fois réconfortant et douloureux. Cela m'a rappelé beaucoup de moi-même à son âge. Avant de partir, elle nous a serrés dans ses bras et a dit qu'elle était heureuse de nous avoir dans sa vie. Ce moment a réveillé beaucoup d'émotions compliquées en moi. D'un côté, cela m'a fait plaisir de savoir que nous avions un impact positif sur sa vie. D'un autre côté, cela m'a fait me demander si nous devrions faire plus. Cette expérience nous a changé de manière inattendue. Bien que nous soyons toujours engagés dans notre mode de vie sans enfants, nous avons acquis une nouvelle perspective sur la famille et la responsabilité. Cela nous a fait réfléchir sur nos propres définitions de la famille et les obligations que nous avons envers les autres. Notre relation avec notre famille élargie reste tendue. Certains membres de la famille pensent que nous devrions faire plus, tandis que d'autres respectent les limites que nous avons établies. Les réunions familiales peuvent encore être tendues, avec des sous-entendus de jugement et de déception, mais nous travaillons à reconstruire ces relations, une conversation à la fois. Diane nous envoie régulièrement des nouvelles sur les progrès d'Émilie. Ses cauchemars sont devenus moins fréquents et elle va mieux à l'école. Le thérapeute pense que le fait d'avoir une connexion avec sa famille biologique a aidé Émilie à gérer son deuil. Bien qu'il soit gratifiant de savoir que nous avons aidé, cela suscite également des sentiments de culpabilité sur le fait de savoir si nous pourrions ou devrions faire plus. Notre travail de sauvetage des animaux reste notre priorité. Nous avons récemment accueilli un groupe de chats provenant d'une situation de thésaurisation, ce qui nous a tenus plus occupés que jamais. Équilibrer ce travail avec notre engagement envers Émilie n'est pas toujours facile, mais nous faisons de notre mieux pour y parvenir. Quant à Aileen et moi, cette situation a soulevé des conversations difficiles sur notre avenir. Nous sommes toujours sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le fait de ne pas vouloir d'enfants, mais nous avons commencé à discuter de ce à quoi pourraient ressembler d'autres formes d'engagement familial et communautaire pour nous à mesure que nous vieillissons. Nous prenons les choses un jour à la fois, réévaluant toujours pour nous assurer que nous faisons ce qu'il y a de mieux pour Émilie tout en restant fidèles à nous-mêmes. Ce n'est pas parfait, et il y a encore des moments de doute et de culpabilité, mais pour l'instant, ce compromis semble être le bon équilibre pour toutes les personnes impliquées. Je ne suis pas sûr de ce que l'avenir réserve pour notre relation avec Émilie. Est-ce qu'elle voudra plus d'implication de notre part en grandissant? Allons-nous regretter de ne pas avoir joué un rôle plus actif dans sa vie? Ce sont des questions qui me tiennent parfois éveillé la nuit, mais pour l'instant, nous faisons de notre mieux avec les décisions que nous avons prises.